Bien. Benjamin, ici présent, tu pourrais nous donner des nouvelles de cette société coopérative SCIC? Alors la société Maze, elle fonctionne, c'est pas facile. Elle fait travailler une centaine de chauffeurs de façon plus ou moins régulière, mais pas sur le même système qu'Uber, qui est une logique où on commande une course et presque instantanément on se retrouve avec un chauffeur dans la rue. Eux, ils ont plutôt finalement une logique de course réservée. Ils travaillent par exemple avec le Sénat, qui ont quelques entreprises privées qui ont fait le choix pour des raisons de RSE notamment, donc pour les raisons Responsabilité sociale d'entreprise. exactement, de faire le choix de non pas prendre des entreprises de taxi traditionnelles ou de bosser avec des chauffeurs privés libéraux, disons ça, mais de bosser avec une coopérative. Donc ça avance un petit peu, mais on est encore dans une logique de contre-modèle, clairement. C'est pas du tout quelque chose qui va remplacer le mastodonte Uber qui est arrivé avec tout ce qu'on voit un peu dans le film, mais principalement des appuis politiques, économiques énormes. En ce qui concerne les recours juridiques, ça aussi c'est très long. Le jour donc de la plaidoirie que préparait Jérôme Justy dans ses bureaux avec ses collaborateurs, le lendemain donc il y avait cette audience au prud'homme. Ça a été reporté 3 fois, ça a mis plus de 2 ans et demi. Et là, il commence seulement à avoir des résultats, donc soit des requalifications pures et simples, soit des négociations liées à du temps passé, comme on le voit un peu, du temps passé sur l'application, les déconnexions. Et ça va pour des chauffeurs ils peuvent toucher jusqu'à 150 000 euros finalement d'indemnité, enfin, ou de préjudice lié à ça. Pour certains de ces chauffeurs, ça permet juste d'éponger les dettes liées au leasing de la voiture, liées au coût que ça a pu représenter de ne pas se payer pendant tout ce temps. Certains font le choix ayant goûté à une forme d'entrepreneuriat certes dégradée, mais néanmoins pour eux, ils ont pu s'en faire valoir de cette logique entrepreneuriale. Donc certains rachètent des petites alimentations générales, en fait, font un autre business, et certains, et là c'est presque le plus ironique, rachètent des licences de taxi. Parce que c'est presque ce qui était le combat originel de l'arrivée d'Uber, qui était de dire il faut disrupter le monde des dinosaures des taxis. Mais aujourd'hui, c'est presque ce qui paraît le plus attrayant pour des travailleurs, des chauffeurs qui ont utilisé Uber. Voilà. Quant à Jérôme Justy, ben lui, il continue à travailler avec ses chauffeurs. C'est l'avocat, lui, C'est c'est ça? l'avocat, exactement. Je crois qu'il en est à 1200 chauffeurs qui ont porté plainte, enfin qui sont tournés vers les prud'hommes. Et par le reste du temps, il travaille. Je crois que là, il a porté plainte contre Nicolas Sarkozy, et Gérald Darmanin et Rachida Dati sur le respect de l'état de droit. Donc voilà, il a d'autres combats. Et Brahim Ben Ali, lui, continue son travail de vulgarisation, d'accompagnement, d'information, presque d'influenceur pour chauffeurs. Et il s'est associé avec FO pour avoir un outil syndical un peu plus costaud. Bon, eux, ils étaient très contents, ça leur a permis d'avoir une représentation dans des métiers dans lesquels ils n'en avaient pas. Et lui, ça lui donne un cadre, ça lui donne un peu un complément de salaire aussi. Donc c'est une façon de continuer la lutte. Mais il n'est pas du tout résigné, il est encore là. Et quant à Mark McGann, donc l'ancien lobbyiste d'Uber, qui était en fait directeur général de fait pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient pendant 4 ans, lui donc a fait ses révélations donc pendant le tournage du film. Et aujourd'hui, il n'est pas prêt d'être embauché dans le privé, évidemment. Il ne va pas retrouver un boulot dans des grosses boîtes. Et il est professeur à Harvard, dans un professeur honoraire. Et il fait des travaux de professeur et recherche sur les liens entre journalisme, démocratie et lanceur d'alerte. Il se retrouve étonnamment dans la dernière acception de cette espèce de technofascisme des plateformes, avec Trump qui est en train de couper toutes les subventions étatiques à Harvard. Donc finalement, en fait, c'est comme si à chaque fois qu'il allait à un endroit, il se retrouvait un peu au cœur de ces questions. Donc voilà un peu pour le
le panorama 4 ans après de tous les personnages du film. D'accord. Est-ce que là, on fait comme habituellement, on demande aux personnes de la salle de réagir par rapport au film. Qu'est-ce que ça vous a... Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Parce que moi, il y a des choses, ça me paraît un peu nébuleux. C'est compliqué, les affaires qui sont liées à la notion de subordination, et choses comme ça. Et c'est pas toujours pas résolu, a priori. Non, c'est très. Les Uber existent toujours, ils n'ont pas détruit Uber. Non, Uber existe toujours. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir par rapport au documentaire? Dans le film, on voit que ils ont réussi à obtenir une présomption de salariat. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que ça avait changé pour les chauffeurs qui travaillent encore pour la plateforme aujourd'hui. La Commission européenne a fait un énorme travail de regarder la réalité en face et a vu que pour ce qui comment définir l'indépendance et en fait quand on peut pas choisir ses horaires, on choisit pas son salaire, etc. Donc on peut pas être indépendant. Donc eux ils ont renversé la charge de la preuve. Avant c'était aux chauffeurs de prouver qu'ils étaient salariés. Maintenant c'est aux plateformes de faire le travail de prouver qu'ils sont indépendants. Dans les faits ça n'a rien changé. C'est que ça a été transposé difficilement, et même au dernier moment en France, selon les règles de comment le droit européen doit se transcrire dans les droits nationaux. Et le problème, c'est que pour eux, dans leur ressenti, ce qui est au moment où ils passent devant les prud'hommes notamment, en fait, c'est que la jurisprudence nationale qui va faire loi. Donc, ce renversement de la charge de la preuve, il sert potentiellement, si de nouvelles plateformes devaient arriver, faire à peu près la même chose, en fait, elles devraient répondre à ce droit-là. Mais ce qui était dû au passé, c'est un peu leur logique de défense tout le temps, c'est de dire non mais attendez, c'était comme ça avant, tout a changé. Maintenant en fait on a viré le mec qui était problématique, on lave plus blanc que blanc, on fait différemment. Dans les faits en fait ils peuvent pas faire différemment, ils essaient juste de faire en sorte que ça tienne jusqu'à la dernière levée de fonds possible et de changer de business quand ce sera le cas pour eux quoi. Donc en fait, c'est ça qui est un peu fou dans ces combats-là, c'est que c'est du temps passé, des ressources terribles pour arriver à... Je crois que c'est assez inédit qu'un lobbying populaire, en tout cas qu'un commissaire européen s'empare certes de la réalité, mais que ça vienne pas du Parlement, que ce soit vraiment un choix de la Commission de se focaliser là-dessus. Et c'est une victoire terrible, incroyable, mais ça a peu d'effet. C'est vraiment dur. Il y a d'autres interventions. Merci beaucoup pour ce film que j'ai trouvé passionnant et je trouve que ça donne à voir un combat difficile, mais en même temps un combat qui est mené collectivement. Du coup, j'ai plusieurs questions, mais notamment sur la temporalité. Je pense que j'ai eu un peu du mal à savoir quand est-ce que a eu lieu les premières mobilisations et puis quand est-ce qu'a eu lieu ce procès et pourquoi du coup on est encore en attente. J'ai l'impression que ça a eu lieu autour du Covid vers 2021 et donc du coup ça fait quand même pas mal de temps. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? En gros ça s'est fait déjà il faut se dire qu'à chaque décision de justice il y a entre 6 et 8 mois. Donc en fait c'est déjà ce temps-là qui paraît dingue entre 3 juridictions, donc prud'homale, cour de cassation, cour d'appel, cour de cassation, ça peut faire c'est un temps fou. Donc déjà ça c'est 1 an et demi, mais au bas mot pour chaque chauffeur dans son parcours complet juridique. Donc la temporalité c'est à peu près ça, c'est que c'est un tournage qui a commencé au printemps 2021 et qui non pardon, je dis peut-être une bêtise, je pense que c'était plutôt à l'hiver 2020. Ça commence à dater, j'ai un peu perdu les dates, mais nous on a suivi globalement une quinzaine de mobilisations de chauffeurs sur la quarantaine qu'il a faite au total pendant la durée. Et on a vu, en fait, on a suivi plusieurs lièvres à la fois, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le lièvre de on se bat
en face à face contre notre donneur d'ordre. On a suivi le combat juridique côté prud'homal, on a suivi le combat politique côté vu qu'il n'a pas mené à grand chose à l'Assemblée nationale aussi, on l'a laissé de côté après. On a suivi le combat côté européen, et puis il y a eu ce côté aussi Uber Files dans la production, dans le temps du tournage. Donc on s'est retrouvé avec un peu toutes ces thématiques, mais eux, en effet, la raison pour laquelle ça met autant de temps, c'est le temps de la justice, quoi. C'est qui est absolument dingue. Et en plus, avec des prud'hommes, on pouvait pas le filmer, évidemment. On avait pas. C'était avant la loi qui est passée récemment, où c'est plus facile de rentrer des caméras dans les prud'hommes, c'est encore un peu particulier. Mais bon, globalement, c'est plus facile de rentrer des caméras dans des tribunaux. Mais j'y étais, et les conseillers prud'homaux mais ils comprenaient pas. En fait, c'était tellement éloigné des questions qu'ils ont le reste de l'année sur en conflit employeur-salarié, que là, en fait, dès qu'ils ont pu voir la possibilité de dire ah mais attendez, en fait, ils sont pas vraiment employeurs, c'est pas de notre ressort. Donc en fait, allez, c'était reparti. Donc il a fallu faire un tour de carrousel pour revenir ensuite au prud'homme pour dire en fait, si finalement c'est quand même à nous de statuer là-dessus. Donc voilà, il y a eu un temps absolument dingue, et presque c'est assez. Moi, je pense que ça montre quelque chose. Ça montre que la façon dont ces entreprises de la tech se sont implantées dans nos états de droit, dans nos démocraties, le fait qu'on ne sache même pas où les mettre, ça prouve bien qu'elles n'ont rien à faire là, en fait. Elles ne rentraient pas du tout dans les clous, même de leur organisation même ne calquait pas avec nous, comme on avait construit bloc à bloc notre droit du travail, quoi. Je trouve ça assez intéressant la façon dont, même s'ils sont assez en désaccord avec ce qui se passe chez Uber, ils n'ont pas l'air trop d'envisager revenir dans le salariat, parce qu'ils veulent requalifier leur statut, mais en fait, ils veulent continuer à être des patrons, mais cette fois-ci des vrais patrons, avec du coup absolument la condition d'indépendant, d'où le fait qu'ils aillent plutôt vers une initiative coopérative. Mais vous disiez qu'ils n'avaient pas l'air de trop pouvoir en vivre aussi bien qu'ils le voulaient. Donc comment ça se traduit très concrètement dans leur situation? Est-ce qu'ils se retrouvent encore plus précarisés par le format coopératif? Est-ce qu'ils se retrouvent articulés avec d'autres activités de transport? Est-ce qu'ils gardent Uber en fait, aussi à côté? Comment ça se passe pour eux, et est-ce que finalement c'est une sortie autant par le haut qu'ils le souhaitent? Non, clairement pas, c'est pas autant une sortie par le haut qu'ils le souhaitent. On est sur des gens qui font feu de tout bois, hein. Globalement, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre à n'importe où. Ils ont 5 ou 6 applications ouvertes, ils essaient tout, quoi. Et la plupart du temps, après, il y a ceux qui se font de toute façon déconnecter. Et là, de fait, ils se battent parce que ils se battent pour récupérer le plus possible. Et ceux qui sont encore un peu dedans, c'est une forme de slasher, mais en version subie. Mais ce que vous dites sur l'impression d'être un entrepreneur, on est sur on voit un peu les conséquences de toute cette théorie un peu fumeuse de je me suis fait tout seul, de toute façon moi je veux être mon propre patron. Ça a beaucoup marché sur cette sociologie de personnes-là. C'est-à-dire des gens qui ont vu dans le signe a priori extérieur de richesse de la belle voiture, du costume, le côté je suis pas chauffeur, je suis pas taxi, en fait, c'est au-dessus. Et nous on les a vus, hein, c'est des gens qui ne préféraient rester un tout petit peu Uber dans les pires conditions pour ne pas casser ou renier l'effort fait et le statut que leur a donné la possibilité d'être leur propre patron. C'est des gens qui continuent à envoyer. Il suffit que, j'en sais rien, une touriste russe qui avait un Instagram un peu gros, ils rentraient dans leur voiture, ils font des photos, ils les envoient à leur famille en disant il y a telle personne connue qui est rentrée dans ma voiture. C'est un peu, ils ont été nourris de toute cette espèce de logorée sur la réussite, et c'est très dur pour eux de s'en défaire. Le coût de l'échec le coût de l'échec est tellement important que pour eux ils préfèrent rester un peu avec Uber
se boucher le nez, quoi, et plutôt que de renier tout ce qu'ils avaient construit. Par ailleurs, il y a aussi un truc très matériel, c'est qu'ils sont comme ça, parce qu'ils ont ils ont tous pris des leasings de l'enfer pour des bagnoles qui leur coûtent un blé monstre tous les mois. Et s'ils font pas le minimum de courses, quelle que soit la plateforme, quel que soit le prix, quel que soit le pourcentage de la commission que met en place Uber, de toute façon ils sont cuits, quoi. Et certes, on peut faire pas mal de choses avec une voiture, mais le plus rentable, ça reste le petit prix sur la masse, quoi. Donc c'est aussi ça qui a pesé. Mais moi, je trouve que c'était le plus triste, la partie presque philosophique de je veux être mon propre patron coûte que coûte. Merci Benjamin pour ton film. Moi j'aurais deux questions. La première c'est une question un peu technique mais qui a un mystère autour de l'URSSAF. À un moment l'avocat dit Uber doit 3 millions de cotisations à l'URSSAF. Et ce que je voudrais savoir c'est comment ils ont réussi à passer à côté de ça. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'on les voit se débattre pour essayer de trouver le bon angle juridique pour dire il y a un lien de subordination, il n'y en a pas, le boulanger, alors même qu'ils sont hors la loi, tout simplement, sur ce retard de cotisation qui aurait peut-être pu suffire à ça. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que tu pourrais revenir sur la conception du film ? Parce qu'on en a parlé, on commençait à en parler un peu avant, c'est-à-dire on a l'impression que vous avez filmé, vous êtes parti en fait sur cette aventure-là sans trop savoir où vous alliez. Et on voit qu'en fait, dans le film, il y a deux grands moments forts au moment où le lanceur d'alerte arrive. Et là, les choses basculent. Donc, est-ce que c'était prévu au départ ? C'est quelque chose que vous avez anticipé ou vous êtes tombé sur une pépite et qui vous a permis d'arriver là ? Concernant le lanceur d'alerte, c'était dans les premiers tournages qu'on a fait. Il s'est présenté à nous dans la mesure où il a écrit à l'avocat. Et l'avocat nous dit il y a ce mec, j'ai pas compris, qui m'écrit. Il est d'accord pour que vous veniez aussi, mais bon, c'est un peu flou, il faut aller le voir dans le Luberon, il m'a pas donné l'adresse, est-ce que vous voulez venir, quoi ? Et on me dit ouais, bien sûr, et nous, le film n'était pas acheté, le film était diffusé sur France 2, le film à ce moment-là n'était pas encore acheté, on était dans un moment d'enquête, on avait fait quelques jours de tournage avec Ebrahim d'un côté et Jérôme de l'autre. On avait dû faire une paire de manifestations, mais c'était vraiment les premières fois où on se dit là on y va pour filmer quelque chose, c'est pas juste du repérage. Et en fait le choix qu'on a fait en montage, c'est de placer cette séquence-là une fois qu'on avait que les enjeux de nos deux personnages principaux, Brahim et Jérôme, étaient compris et qu'on avait essayé de clarifier le plus possible la situation des chauffeurs. Cette séquence, je pense qu'elle doit faire à peu près 10 minutes. C'est très long dans un documentaire de télévision. C'est assez rare d'avoir ça. Et puis, j'en conviens, elle est très touffue, quoi. Je la revois là, je me dis, purée, c'est fou. Mais c'est parce qu'on se retrouve avec... il y a des documents, il y a un mec, il y a des photos avec Macron. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Où on a mis les pieds ? Et donc, arrivent en effet ces questions-là. Alors, sur l'URSSAF, où ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que eux, si on se place dans leur logique, il faut pas avoir peur de se salir les pieds, mais si on se place dans leur logique, ils se disent, on n'a pas à payer l'URSSAF, on n'emploie personne. Ils sont dans une logique on est irresponsable, on met des gens en relation. C'est absurde. C'est dingue. Mais une fois qu'on a accepté ce départ, c'est toujours bizarre, la folie, c'est une définition de la folie, c'est que c'est le point de départ qui est dingue, et après tout est logique. Là, en fait, c'est un peu ça, c'est qu'eux, ils se mettent dans un truc. Nous, on n'a pas de chauffeur, on n'a rien, en fait, on a une application, on met des gens en relation, ils se débrouillent finalement, quoi. À la fin, ce qui s'est probablement passé dans les comptes, parce qu'ils ont payé, ils n'ont pas payé ça, ils ont négocié pied à pied, ils ont payé quelque chose, je n'aurai plus le chiffre exact, en gros ils ont dû payer plutôt 1 million que 3, mais c'est dans cet étiage-là, et en fait c'est ni plus ni moins que les chauffeurs qui ont payé l'URSSAF d'Uber. C'est-à-dire qu'en fait les chauffeurs, quand vous payez une course 10 €, eux, déjà, ils ne voient pas 10 €, ils voient 7,50 €, et puis après 7,20 € ou 7 € sur leur... eux, ils voient une course à 7 €. Et vous avez l'impression qu'il n'y a jamais une course qui coûte moins de 7 €. Eux, en fait, ils voient des courses à 4,50 € passer sur leur... sur ça. Et ce
taxe-là, finalement, cette commission-là, prise par Uber, c'est la plus grosse partie de c'est l'entièreté de leurs revenus. Et l'URSSAF a juste essayé d'aller chercher une partie de ça. Mais par ailleurs, l'URSSAF est tombée sur tous les chauffeurs parce que dans ces conditions-là, avec des gens qui n'étaient absolument pas formés à être employeurs même de leur propre personne, mais quand il est arrivé l'URSSAF, ils disaient mais c'est quoi? Donc ils ne payaient pas. Ils n'étaient pas au courant. Enfin, on était sur... on a vu des gens qui nous ont ouvert leur application, leur dossier, mais il fallait repartir de zéro, vraiment. Enfin, c'était presque flippant de se dire mais comment vous avez fait pour tenir depuis tout ce temps. Et donc voilà, ça c'était vraiment cette partie-là. Et ensuite sur la construction en tant que telle, en fait, on a suivi, on a essayé d'être là le plus possible. Parce que quand on fait des documentaires, donc on filme le réel quand il est en train de se dérouler devant nos yeux, on n'a qu'une peur en fait, c'est de rater un moment où les choses avancent et vous n'êtes pas là et vous n'allez pas pouvoir les raconter. Il n'y a pas d'interview posée, on n'a pas mis Brahim dans une pièce en lui disant voilà, raconte-nous ce jour-là. En fait, on essayait d'être là, parfois d'orienter les discussions pour que ce soit plus clair, plus anglais, mais on essayait de suivre. Mais au bout d'un moment, enfin, je crois qu'on a tourné 52 jours, quelque chose comme ça, au total. En fait, au bout d'un moment, je pouvais finir les phrases de l'un ou de l'autre parce qu'on les voit, on les connaît, donc on voit où ils vont, quoi. On voit où leur pensée va, donc ça devient un peu plus facile. Mais ouais, c'est des films où on récupère de la masse. Je dois être peut-être autour entre 80 et 100 heures de rush. Et puis après, on essaie de raconter une histoire à la fois la plus claire possible sur les données, les faits. Au départ, vous partez de Brahim, qui vous avez contacté. C'est vous qui l'avez... Brahim et son collègue. Ça passe par l'avocat. Quelqu'un qui connaissait l'avocat, qui faisait... Et moi, j'avais déjà pas mal travaillé sur les questions de numérisation au sens très large, presque au sens du mot commun, pas de l'entreprise Uber en tant que telle. Et il y avait dans ce duo quelque chose d'assez romanesque, presque, de personnes qui auraient pu ne jamais se rencontrer. Dans la vie comme elle est aujourd'hui, normalement, ils ne se rencontrent pas. Vous aviez envie au départ de raconter leur histoire, leur combat commun finalement. Et le combat et la mobilisation derrière. Vous avez tiré le fil jusqu'au jugement, quoi, enfin quasiment. Exactement, surtout ce qui nous intéressait, on avait cette idée de la création de la coopérative comme moment d'utopie réelle pour le coup. On avait vraiment cette idée que quoi qu'il se passe, quelle que soit l'évolution, la vitalité économique de la coopérative, il y aurait dans ce moment des gens qui, aussi atomisés qu'ils peuvent l'être, et ça fait partie des gens les plus atomisés, ils sont tout seuls dans leur bagnole, autant atomisés qu'ils peuvent l'être, ils se sont réunis à un moment dans une pièce, ils se sont dit on essaie de faire ça ensemble. Voilà. Et ça, moi, très honnêtement, quand j'étais derrière ma caméra, il y avait tous ces gens qui se levaient. J'étais très ému. Je pense que je fais des films pour ça. Ça me plaît de voir des gens qui se forment sur le tas à essayer de faire quelque chose de mieux que l'existant. Donc, je pense que c'est ça qui me plaisait dans le fait de faire ce film. Bonsoir. Je voulais revenir sur la coopérative et sur les aides qu'ils ont eues de la part du département ou autres. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet Dans une coopérative, les acteurs économiques doivent rentrer dedans. En fait, c'est une façon de financer, c'est de rentrer à l'intérieur de la coopérative et d'y mettre de l'argent. Donc il y a eu la mairie de Saint-Denis, le département de Seine-Saint-Denis. Il y a eu aussi Pleine Commune, qui est la communauté de communes du nord de Paris. Et je crois qu'ils ont eu... Alors aussi, ils ont eu l'ADEME, qui est... Alors l'ADEME, j'ai plus l'acronyme exact, c'est de l'aide à l'emploi et avec un truc écologique, je crois. Mais globalement, une institution pas
parapublic. C'est pas des dons, hein, je veux dire, Non, le clairement conseil pas. départemental, Et, c'est des parts qui prennent dans la coopérative. C'est ça. On appelle des parts sociales. Même individuellement, on peut prendre des parts sociales aussi. Chacun, je suppose. C'est La comme part ça sociale était à 500 € pour les chauffeurs. Et je pense que Brahim en a payé beaucoup. Elle n'est pas que la sienne. Et ensuite, ils ont essayé très vite, ils ont essayé de se mettre sur les appels d'offres liés aux Jeux Olympiques. Donc ils ont commencé là-dessus. Ils en ont eu quelques-uns, mais qui étaient liés vraiment à tout ce qui était préparation, les visites des délégations, ce genre de choses. Et voilà, comme je le disais, aujourd'hui, ils ont un peu du Sénat, un peu de... en gros, des trajets, beaucoup de trajets aéroport, gare, pilotables en avance. Et c'est des quotas réservés, on va dire, pour ça. C'est une façon, comme je le disais, pour ces institutions, ces entreprises-là, de mettre ça dans leur case. On fait des choses bien. Uber existe toujours et j'ai l'impression qu'ils sont toujours aussi florissants. Enfin, les gens, ils ont le réflexe de faire Uber, comme pour le covoit, on fait Blablacar, alors qu'il existe d'autres plateformes, quoi. C'est beaucoup moins cher que Blablacar, d'ailleurs. Ils en sont là parce que c'est exactement ce qu'ils ont cherché à faire. J'entends par là que l'argent investi massivement en fait, c'est des gens qui n'ont jamais demandé l'autorisation. Ils n'ont jamais demandé à s'installer. Ils n'ont jamais, on leur a jamais, il n'y a jamais eu un plan d'étude pour dire attendez, excusez-moi, vous allez mettre des dizaines de milliers de voitures qui vont rouler en permanence sur les infrastructures que l'on paye tous. Vous allez faire des nids de poules par l'usure. Enfin, je veux dire des choses aussi bêtes que ça. On leur a jamais dit. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dit oui, d'accord, vous pouvez venir. Ils se sont mis là, ils ont fait la politique du fait accompli en permanence, la stratégie du chaos. Une stratégie du chaos qui a servi ni plus ni moins à créer la situation où donc on avait, peut-être que vous vous en souvenez, mais il y a eu en 2016 des scènes de guerre globalement entre des taxis et des chauffeurs de taxi et des chauffeurs Uber, parce qu'il y a eu quand même un moment un peu fou, c'était une application dans l'application qui s'appelait Uber Pop, où tout le monde, dans sa 206 ou sa Clio pas assurée, pouvait, en rentrant, prendre quelqu'un, le ramener sans assurance, sans ceinture, en fumant, en fumant tout et n'importe quoi. Mais c'était le Far West total. Là, les chauffeurs de taxi ont dit quand même, on n'est pas méchants, enfin, ils ne sont pas les derniers pour manifester, mais ils ont dit attendez, là, ça craint un peu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le plus gros accord, il a utilisé le mot de deal, entre Mark McGahn et Macron, alors ministre de l'économie et des finances, qui était de dire ok, on arrête de vous embêter avec la formation des chauffeurs, l'utilisation de l'espace public, etc., avec vos applications de base. Par contre, vous arrêtez Uber Pop, qui n'a été créé que pour mettre en place cette stratégie du chaos. Donc c'est des gens ils ont eu un argent quasi illimité pour s'installer à un endroit où ils n'ont jamais demandé l'autorisation. Donc et ce que montre ce film et cette logique-là, c'est que cette logique de prédation, c'est qu'on met tellement de temps démocratie en groupe de citoyens à voir, se rendre compte, se dire qu'est-ce qu'on fait, et ensuite on ne réussit même pas à interdire, parce que je veux dire, encore une fois, si 1,5% de chômage dans le pays et que tout le monde avait un poste correctement payé, comme ça avec les opportunités économiques ou le chômage, là il y avait 70 000 personnes à qui on ne savait pas comment les faire travailler. Eux ils promettaient ça. Allez, ça nous fait ça en moins à s'occuper, et tant pis, on verra après, quoi. Donc voilà, ça a été un moment, je ne sais pas s'il va se terminer ou s'il va juste encore muter, mais ça a été un moment où des boîtes pouvaient arriver et plus facilement, enfin encore une fois, un boulanger ou n'importe quelle boîte qui aurait pignon sur rue, qui s'installe, si elle ne respecte pas
les règles, mais qui vont du passage des ordures à les horaires d'ouverture, elle ne peut pas travailler en fait. Que pendant un petit moment, après elle va avoir des problèmes. Eux, ils n'ont pas eu ce problème-là. Je voulais revenir aussi sur sa fabrication. Peut-être que tu nous donnes quelques éléments, parce que tu disais que tu avais déjà bossé sur l'ubérisation avant. Du coup, ça m'intéresserait de savoir comment tu en es venu à travailler là-dessus. Et puis, par rapport à ce que tu disais, moi j'ai eu l'impression en voyant le film qu'il était très écrit finalement pour un documentaire. Il y a plein de choses qui arrivent, on sent qu'elles sont pensées. C'est pas juste des choses qui sont saisies sur l'instant. Enfin, il y a cette fameuse voiture qui explose au début, mais il y a aussi un clip un peu au milieu là de ce gars qui se lève. Et du coup, j'avais un peu envie de savoir c'est quoi l'intention de mettre ces formes assez originales dans du documentaire et qu'est-ce que ça vous permet de dire sur le fond, en fait, pourquoi il y a ces choses-là aussi dans le film. Pour plusieurs raisons. Nous, en fait, on aime bien, on fait des films, au sens on fait des images qui bougent, et on aime bien les symboliser, symboliser des moments qui, de notre point de vue d'auteur ou de réalisateur, disent plus ou autre chose en peu de temps. La voiture qui explose, c'est tout autant un truc de petit garçon qui veut s'amuser que la volonté de voir exploser le système, quoi. Donc c'est les deux à la fois. C'est à la fois gratuit et nécessaire. L'exemple du clip, c'était aussi j'adore les contes, notamment oraux, et j'ai déjà remarqué que pour la même histoire racontée, ceux qui savaient ménager des silences, des ruptures, des changements de rythme, en fait, je les préférais à ceux qui racontaient l'histoire de façon hyper précise et factuelle. Et à un moment, on se disait comment on fait pour raconter. C'est quoi une journée d'un chauffeur Uber ? Et on avait mené quelques interviews de différentes façons avec différentes chauffeurs et chauffeuses Uber. Et c'était hyper long, hyper dur à raconter. Et on se dit, finalement, avec toute cette masse accumulée de ce que c'est une journée, le stress que ça représente, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui se passe quand il faut aller aux toilettes, toutes ces questions-là très basiques, on se dit, finalement, on a assez pour le tourner. Donc on a fait une journée avec, en vrai 2 jours avec Ramzy, les courses qu'il fait habituellement, où il va. Là, ce qu'on a juste fait, c'est qu'on a pris une voiture qui normalement tourne sur les circuits, qui suit les courses automobiles, où il y a une grue à l'arrière, et en fait on pouvait passer devant, derrière, à la suite. Donc on a fait ça sur une journée, et ça nous a permis d'avoir un peu ce côté un peu immersif, en fait, un peu une journée dans la vie de Ramzy. Et voilà, nous on voit ça comme un moment un peu de pause, et où finalement on apprend un truc d'une autre façon. Je pense que c'est un film très bavard. C'est quand même, et on voulait se permettre des choses plus, en effet, plus écrites, peut-être plus réalisées que plus écrites finalement. Et c'est un peu féerique, en fait, je trouve, dans cette scène que j'ai pas forcément compris. Parce que on dit qu'ils sont précaires, rien ne va plus là, ce truc un peu féerique de... Ah ouais, féerique. Ouais, c'est vrai que alors peut-être que c'est raté. Mais non, mais parce que ça me semble pas bête de dire féerique, quoi. Mais nous, en ce qui concerne le point de vue, on a eu plusieurs cas de conscience liés à notre point de vue d'auteur, un peu connaisseur de ces questions. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de désindustrialisation, et la nature ayant horreur du vide, je pense que quand il n'y a plus le commun que représente le terroir des industries qui font vivre des territoires, etc., les gens trouvent d'autres solutions et d'autres choses viennent. Et je pense que c'est l'ubérisation comme phénomène aussi important que l'industrialisation et la désindustrialisation vient combler ce vide-là. Ça permet de répondre un peu à la question, au début de la question. Et donc moi j'arrivais avec ce truc de ouais, trop bien, ils vont finalement, en tant que chauffeur ou avocat,
faire exactement ce que je voudrais, mais que je suis incapable de faire, parce que moi je fais des films et je raconte des histoires, donc je vais juste me mettre leur coller aux fesses et raconter ça via eux. Et donc parfois on se disait, en fait c'est ça, vous êtes en train de lutter contre Uber, vous voulez tout. Non, en fait moi je veux juste gagner ma vie. Et on était là du coup à se dire, purée, mais en fait on peut pas plaquer nos grandes idées de journalistes, réalisateurs, auteurs sur des gens. Et, Mais il y a quand même un point de vue au départ qui doit cadrer avec ce qui va être filmé. Ouais, de toute façon, c'est forcément le documentaire. Il y a toujours un point de vue, un angle. La question, c'est que dans le côté féerique, moi, j'avais pas de volonté que ce soit misérabiliste ou très Zola. En fait, il y avait un truc de Ramsey, il met ses petits gants pour conduire. Sa voiture, c'est son sanctuaire. Il a ce côté, je suis en représentation là-dedans. Voilà. Je pense que si on l'avait fait avec un autre, on l'aurait peut-être tourné différemment. La musique, le titre nous donnait un peu une envie de monter par rapport au titre. Et donc voilà, il y avait un peu peut-être ce truc qui ressort, qui fait peut-être un peu plus pop finalement dedans. Et peut-être que ça... Mais je le vois plutôt comme... voilà leur vie. Moi, c'est comme ça qu'on les a. Je suis encore, en le revoyant, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas revu ce film, en le revoyant, je me dis que ça matche bien avec la personne que j'ai connue quand on a fait ça. Mais ouais, l'idée, je le vois aussi comme elle a un rôle technique. Cette séquence, c'est aussi de respirer, quoi, je pense. Je voudrais vous remercier pour ce documentaire que je trouve très beau, je trouve plein de chair, avec beaucoup d'humanité, des détresses, des espoirs. Je suis très touchée par l'image de ce repas le soir, quand le chauffeur rentre, préparé par je ne sais pas qui de sa famille, par cet enfant aussi qui a écrit cette lettre, qui voit pas beaucoup son père. Je m'interroge sur la genèse de ce documentaire, parce que vous avez une connaissance très approfondie de ce métier de chauffeur, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire sur cette profession, sur cette lutte. C'est une lutte, moi, que j'avais suivie parce que je suis à la France Insoumise et que Daniel Simonet, à l'époque, soutenait, défendait beaucoup la profession des chauffeurs et mettait en cause l'ubérisation. On voit une députée, à la fin, une députée européenne aussi. Il a fait un travail incroyable au niveau européen. La genèse, moi, c'est plein de choses en même temps. Je trouve que l'arrivée d'Uber en France, en France, pour trouver tout le monde, il n'y a pas un entrepreneur, un patron qui dirait que c'est pas le pire pays pour entreprendre, blablabla, pays socialisant, communiste, ce genre de choses, on peut rien faire. En France, on peut pas réussir. Néanmoins, dès qu'il s'agit d'une nouveauté capitaliste dans le marketing, la vente, tout ce que vous voulez, c'est en France le premier marché. C'est toujours pareil. McDonald's, Uber, Airbnb. C'est tout le temps en France qu'on fait les meilleures affaires dans ces cas-là. Et je trouvais que cette arrivée de cette nouvelle boîte de la tech et de la Silicon Valley correspondait à un moment Macron en plus, et à un moment Startup Nation, qui était un peu tout ça en même temps. Et moi, je voyais ces termes, j'avais vraiment l'impression d'être dans un mauvais film, quoi. Je me souviens vraiment de ce moment, de me dire, mais comment les gens parlent, en fait, de quoi il est question, s'il vous plaît. Et donc, je me souviens être très en colère, et je pense que je fais souvent des films parce que je suis en colère. Et j'attendais, j'avais fait une série documentaire sur le travail. À la fin, on traitait un peu ces questions de comment on va travailler bientôt ou plus tard.
Et il y avait un peu cette idée qu'on allait redevenir des tâcherons. Un peu, on allait travailler, on allait vendre à notre voisin une part de gâteau, on allait faire en effet tiens, je vais de Tours à Marseille, est-ce que je peux pas prendre quelqu'un pour me compléter l'essence, mais le faire pas de façon amicale, le faire de façon entrepreneuriale, quoi, en fait, un petit peu, quoi. Et j'étais assez terrifié par ça. Et je crois que j'attendais le moment, enfin j'attendais le sujet pour me lancer sur cette question du beurre, finalement. Et c'est ce que je disais. Au fond, la jeunesse, c'est aussi une grande lâcheté. C'est-à-dire que je milite en faisant des films et j'attends que les gens le fassent pour pouvoir me mettre dans leur sillon. Donc je pense que ça vient de là. Et nous, on milite en les diffusant, ces films. La chaîne est complète, alors. La chaîne est complète. Tu travailles un peu sur ce type de sujet depuis un petit moment, et tu travailles aussi pour la télévision. Voilà, c'est une coproduction avec France Télévisions, si j'ai bien lu. Est-ce que ça implique justement des contraintes quelles sont les attentes aussi des chaînes de télé tu vois, je parle en termes de liberté, d'expression, de réalisation, et aussi au montage. Mon associé et moi, dans ces cases de France Télévisions, donc France 2 et France 5, on est identifiés comme ceux qui font les films chiants, pas trop chiants. C'est-à-dire qu'on traite les questions d'économie, on fait la désindustrialisation, mon associé a fait 52 minutes sur l'écotaxe, elle a fait qu'avons-nous fait du rêve européen, enfin des choses, on s'intéresse aux idées, à l'économie, au monde comme il est en train de se dérouler. Au système. Au système. Mais avec tout le temps le même principe, c'est que si on veut raconter des choses très macroéconomiques, il faut partir des personnages. Et donc nous, on leur a... Je pense que le dossier qu'on a fait en écrivant, c'était très très long, mais beaucoup d'enquêtes, beaucoup de discussions, principalement avec Brahim et Jérôme. Globalement, c'est à peu près ça. Dans le côté qu'est-ce qui est écrit, on visait la coopérative, on visait la création de la coopérative, on visait qu'il y ait un aboutissement pour pouvoir avoir un peu cette espèce de sentiment de frisson, d'empathie et de moment de dire ouais, mais en fait c'est un peu possible, quoi. Et donc c'est ce qu'on visait. Et donc à partir de là, ils ont été, je me souviens d'un visionnage assez à la fois. Les questions c'était purée, est-ce que tout le monde va, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que c'est pas trop touffu. Il y a eu des discussions liées à ça, il y a eu des discussions liées à des choses très juridiques contre Uber, parce qu'ils font gaffe aussi, en fait ils veulent pas courageux mais pas téméraire, hein, c'est toujours un peu, mais par ailleurs il n'y avait pas trop de problèmes, et voilà, des choses un peu sur les contrats, pas mettre en danger les chauffeurs, enfin ce genre de choses, quoi. Et non, là où ils ont été compréhensifs, c'est que, oui, je l'ai pas dit. Donc on fait cette séquence. Je reviens sur ce brave Mark McGann. On fait cette séquence. On tombe un peu sur les bras. On arrive dans cette belle maison avec lui. Et moi, j'avais un peu un sentiment de me dire, mais en fait, on est en train de faire le mauvais film. Le film, il est sur lui. Parce que, en fait, si on suit ce fil-là, tout le reste, on va pouvoir raconter les chauffeurs, la politique, tout ça. Et donc, on continuait, mais en même temps, ça nous paraissait un peu fou. Donc, on s'est renseigné, on a vu un peu le mec avait vraiment fait ça. Enfin, c'est fou parce que c'était il y a 5 ans, j'ai l'impression que c'était moins facile d'avoir des informations, alors que peut-être que ça allait où j'étais moins bon pour les trouver. Mais bon, pardon pour la digression. Et en fait, le mec complètement disparu. Mais c'est-à-dire qu'il ne nous répondait plus, on n'avait plus aucune... Et jusqu'au jour où on reçoit une lettre de ses avocats, avocat d'une association qui s'appelle Signals Network, qui est une espèce d'association pour défendre les lanceurs d'alerte un peu partout dans le monde, lanceurs d'alerte sur plein de sujets, vraiment très vastes, et qui nous disent, mais en fait, voilà, pour la protection du lanceur d'alerte, vous pouvez
quand est-ce que vous diffusez, vous pouvez pas l'utiliser, machin. Et l'autre était là, genre non, c'est un peu une pépite ce truc avec lequel on se retrouve, on va se battre. Alors on l'a chassé à Granville, à Bruxelles, à Amsterdam, dans le Luberon pour essayer de le retrouver. Et donc le jour où en fait le Guardian lance cette opération Uber Files, je lui ai écrit un message, je lui ai dit mais Marc, c'est toi? Et il me dit désolé, je t'appelle demain. et donc là on était en fin de montage et on a demandé à France Télévisions un délai en plus pour pouvoir retourner une interview supplémentaire avec lui, finalement post révélation, et l'intégrer au film pour que lui aussi, quand même il est là sur 2 séquences, il y ait une finalité à sa présence. Ces Uber Files, c'était quoi exactement? C'était des fichiers il a finalement donné des fichiers à un consortium de journalistes qui est présent dans plusieurs pays. Mais c'est une histoire très française en fait. C'est parce que ça a été partout dans le monde, ils ont fait pareil, mais ça n'a jamais été aussi puissant, dur et efficace qu'en France, son lobbying. En Allemagne, Uber est presque... c'est pas qu'il y ait une existence, ça arrive, mais jamais Uber n'a pu avoir les entrées qu'ils ont eues en France et en Angleterre. En Allemagne, l'Allemagne disait non, nous on a notre système, il fonctionne, en plus géré plus par les régions que par l'État fédéral. Donc ils ont pas réussi à rentrer comme ça. C'est un fichier de contact en fait de avant, genre de corruption quoi. Non, lui en fait avant était comment dire, il était référent européen du New York Stock Exchange. Il s'occupait des cotations des entreprises de la tech. Donc, en fait, il était déjà au cœur du système. Finalement, lui, ce qu'il dit, c'est que jamais ça a été aussi facile. Le nom Uber, tout le monde était fan. Tous les la nouvelle génération politique qui équivalente à Macron ou ceux qui voulaient en être de l'autre côté ont ouvert les portes, mais ont déroulé des tapis rouges pas possible quoi. C'était lui il le raconte de façon en disant que c'était assez dingue, il avait jamais vécu ça quoi. Merci beaucoup pour le film. Je me posais la question, peut-être vous avez eu beaucoup d'interactions avec Brahim, est-ce qu'il s'est posé la question de s'adresser à d'autres travailleurs des plateformes? Je pense à Suleiman, là qu'on voit dans l'histoire de Suleiman, quoi, tous ces jeunes gars qui en fait pour qui la déconnexion elle est aussi une catastrophe dans leur vie quoi. Brahim s'est vraiment focalisé sur les chauffeurs, mais Jérôme lui défend des livreurs, notamment de Hitch, c'est pas Hitch, c'est Frishti, excusez-moi. Et là il a non seulement, alors c'était un travailleur sans papier, comme beaucoup. Je crois l'histoire de Suleiman aussi, je crois que c'est ça. Comme beaucoup. Et donc là, il a réussi à avoir non seulement requalification, etc., mais en plus au pénal pour les dirigeants. Donc interdiction de diriger, des peines de prison avec sursis pour travail dissimulé, emploi de sans-papiers, sans déclaration, les horaires qui n'étaient pas respectés, enfin bref, la totale. Donc lui, il a pu le faire de l'autre côté. Les travailleurs, les livreurs à vélo, eux, c'était bien organisé avec un collectif qui s'appelait Le Clap. Et ce qui me fait penser que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film-là, c'est que au début, je m'étais beaucoup intéressé aussi aux livreurs à vélo à Paris. Mais ça avait rien donné pour des raisons de... En fait, je voulais en faire une BD, je crois, et ça... Non, mais c'était... bref, je crois que je n'avais pas assez bien dessiné. Ça devait être un truc comme ça. Oui, mais en fait, je pense que c'est aussi ça, peut-être, qui au final, rétablit l'intérêt, en fait, d'avoir des personnages qui peuvent paraître étonnants, je pense, peut-être dans une première partie du film, d'avoir des personnages aux vies ou même qui peuvent paraître décalés, s'attaquer à Uber quand on n'a pas l'air d'être un cadre de la justice, d'être le plus grand avocat de Paris, Brahim, qui a l'air effectivement de le faire avec ses moyens, de sa banlieue, avec quelque chose d'hyper simple qui peut sembler relever du David contre Goliath, mais c'est vrai d'accéder à cette intimité-là aussi, dans ce cas-là d'hyper vulnérable et d'hyper humble pour s'attaquer à ces géants et effectivement dire nous on va aller chercher Uber.
Enfin, je me demandais si au final, voilà, en revoyant le film, on ne trouvait pas encore plus d'intérêt, parce que en fait, ça nous fait réfléchir à ça. Les plateformes, elles sont puissantes parce qu'elles s'attaquent à l'intime aussi de chacun, à ses rêves, à ses désirs, à ses envies, voilà, de construire ce père qui rentre. Et d'ailleurs, autre réflexion, mais juste si... C'est un monde d'hommes, un monde on a quand même 99% d'hommes à l'image, mais on entend des femmes qui pleurent, on entend ces vies brisées derrière, ces femmes aussi qui, comme ces hommes, sont toujours au bord d'une mort sociale, sont toujours au bord d'une perte existentielle presque au travers de ce qu'ils arrivent à réaliser dans leur travail. Donc voilà, c'est vrai, je trouvais que parler de cette intimité, même si c'est pas aussi fort que dans la question des livreurs parfois, puisque aussi c'est vrai on a eu ces récits extrêmement forts comme celui de Suleiman, mais là on sent quand même qu'ils sont toujours au bord d'un gouffre intime et personnel, notamment par le personnage de Brahim aussi. On a eu beaucoup de mal à franchir cette couche-là, quoi. Il y a, je sais pas si, dans quelle mesure, c'était très observable, mais je sais pas si on pourrait faire une vérité sociologique solide, mais il y a une fierté de tenir cette espèce de stature d'homme qui charbonne vraiment pour amener la nourriture à la maison et accepter qu'on s'est fait couillonner par une application, même si on ne comprend pas tout, c'est terrible. Et donc toutes les fois, on avait... et finalement, c'est pas anodin. Les trois personnes qui pleurent, ou qui en tout cas font aveu de honte et d'échec, c'est des femmes. Les hommes le font pas. Les hommes passent par des moyens détournés de dire ouais, en fait, moi on me la fait pas, alors qu'on lui a totalement fait. Hein, mais il y a ça. Et donc on se heurtait un peu à ça. Et néanmoins, quand Ramzy nous parle de ce côté, en fait, je vais bosser tout le temps, et comme ça, on pourra jamais rien me reprocher parce que j'ai tout essayé, j'ai bossé toutes les heures, j'ai tout fait. Et qu'on lui dit, mais des fois, t'emmènes ton fils à l'école, ou est-ce que... il se rend bien compte qu'il le fait pas. Et quand on avait filmé, qu'il y avait ce mot sur la table, je dis, mais ça fait quoi? Il dit, je suis content si je ramène 5 €. Et je dis, non, mais ça te fait quoi? Et il dit, non, en fait, je sais que je le vois pas trop. Mais le stress, il n'est pas lié à pas le voir. Le stress, il est lié à si j'ai pas tout fait, si j'ai pas, en fait, si j'en ai pas bien chié, en fait, c'est ça. Si j'ai tout fait comme ça, il pourra pas m'en vouloir. On était dans cette typologie de travailleurs là, quoi. Et c'était hyper dur. Ouais, en plus, alors c'est un autre truc, c'est qu'ils vivent. Je sais que c'est terrible aujourd'hui pour les et tout ça, d'être le contrôle continu, de jamais être tranquille, mais eux là, ils vivent dans un monde de notes permanent. C'est absolument fou, quoi. Ça crée là, ça rentre dans l'intime, parce que eux peuvent non seulement ils participent à la continuité de ce système, parce qu'il y a toujours un pour dire ouais, là j'ai eu une super course, j'ai fait ça, il y a quelqu'un j'ai pris un gars, il voulait aller à Marseille, et il y a des légendes urbaines pas possibles avec des types qui auraient fait tel truc, il l'aurait payé en cash par-dessus, puis il l'aurait pris pendant 2 semaines. Il y a tout le temps quelqu'un qui racontait une histoire un peu dingue comme ça, et à la fin, nous, quand on était avec eux, il n'y avait que des courses à 4,50 balles, hein. C'était jamais des trucs un peu sympas, quoi. Il y a quand même cette difficulté à mobiliser qui est centrale du début à la fin, même dans la coopérative. Et c'est vrai que je pense un mot pour cet élan vers cette forme de rébellion, vers cette forme d'alternative, vers cette forme d'utopie-là, qui est de se dire on pourrait s'organiser autrement, mais c'est vrai qu'on sent que la résistance, elle est avant tout en soi. C'est-à-dire d'arriver à déconstruire certains schémas de représentation, d'appartenance, de performance, sur lequel jouent profondément les plateformes dans leur système de manipulation. Ils sont rentrés dans un modèle qu'ils ne connaissaient pas, qui a été dévastateur pour beaucoup, mais devant un contre-modèle qui vient répondre à beaucoup de leurs inquiétudes, ils deviennent hyper suspicieux sur le contre-modèle. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandent au contre-modèle des garanties que n'a jamais offertes le modèle qui fait que pourtant ils sont dans cette situation-là.
c'est presque des fois on s'en arrachait les cheveux, mais c'est pas naturel, c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas lié à là pour le coup, enfin je crois pas, hein, mais c'est pas lié à ces chauffeurs-là en particulier, à la typologie, à la sociologie de ces personnes. C'est lié à la façon dont Uber est arrivé et les a tordus. Ils pensent Uber. En fait, ils vivent Uber. Ils sont dans une logique où ça les a formatés, ça les a empêchés, ça leur a permis. Le nombre de fois où ils nous racontaient la fierté que au bled, quel qu'il soit, ça pouvait être parfois les Balkans, ou parfois le Maghreb dans son exception plus large. Ils envoyaient ça et c'était, regarde, il a la belle voiture. Mais en fait, la belle voiture, il l'a pas. En fait, mais c'est juste qu'il lui. C'est la banque. Ouais, mais et encore, c'est même, c'est encore. Alors là, c'est un autre truc, c'est que c'est des loulous pas possibles qui font du leasing et qui leur refilent le truc. Enfin, bref, il faut pas. Là, si mettre le doigt là-dedans, c'est encore autre chose, quoi. Et non, mais par contre, ils ont des manœuvres d'évitement de plein de choses. Je savais pas qu'on pouvait dans des bagnoles au diesel mettre du bioéthanol dans une proportion spécifique pour payer moins d'essence. Enfin, ils ont des choses assez dingues pour essayer de limiter la casse, quoi. Mais casse il y a. C'était une des critiques qui était faite. Je suis indépendant, mais je ne peux pas fixer mon prix. Et du coup, comment fonctionne la coopérative par rapport à la fixation des prix ? Est-ce que malgré tout, vu qu'ils sont indépendants, il y a une forme de concurrence entre eux ? Ou comme vous le disiez, vu qu'il y a des contrats, par exemple, un peu pérennes avec le Sénat ou des courses comme ça, enfin voilà, comment ça se passe pour la fixation de leur prix et du coup le revenu qu'ils en tirent ? On a filmé des discussions absolument dingues sur quel serait pour eux le prix d'une course minimum dans une logique de commande en direct. À partir de combien eux, ils sont d'accord pour se déplacer, quel que soit le type de course. Parce qu'au début, là, il y avait le rêve que la coopérative soit sur le même modèle. Sur mon téléphone, j'ai l'application, clac, je commande, il y a un chauffeur de la coopérative qui arrive. Ils n'avaient ni la taille critique, ni la technologie. En fait, l'application, ça coûte un pognon monstre. Ils ont commencé à la développer, ils ont mis un peu d'argent par les fenêtres là-dessus. Et en fait, ils en sont revenus à des commandes un peu fixées, finalement, à combien vous fait la course pour faire tel endroit l'aéroport, ou l'aéroport tel endroit, ou telle gare. Donc en gros ils sont revenus à quelque chose de tarif fixe sur des trajets réguliers, fréquents. Donc presque maintenant la comparaison elle est difficile à faire avec Uber. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'une fois qu'il y avait ça, ils pouvaient quasi s'en plaindre au nom de « il n'y aura pas de bonne surprise ». Parce que parfois, quand la demande est très élevée, qu'il n'y a pas beaucoup de monde dehors, enfin pas beaucoup de chauffeurs dehors, sur Uber, vous pouvez avoir un trajet qui est au-delà du tarif habituel. Et au nom de ce petit espoir, parfois, d'avoir un trajet x2, x3 en termes de tarifs, eh ben, ils pouvaient remettre en cause le tarif fixe pilotable du trajet aéroport-lieu. Uber, en tant que société de prédation, et la façon hyper bourrine, mais en même temps parfaite, d'aller, littéralement, ils allaient dans les cités, ils allaient dans ces endroits-là, ils jouaient sur le côté... Là, l'État ne vous donne rien. Regardez, nous, on vous donne le téléphone. Au départ, on leur donnait le téléphone. On leur faisait des facilités pour les voitures. Uber, au départ, avait des voitures. C'était au tout début, Uber proposait des services un peu en interne. Il fallait recruter, il fallait de la masse, il fallait recruter. Ils leur ont mis tout sur un plateau d'argent. Les premiers, c'est toujours l'histoire c'est l'histoire de la pépite d'or, hein, c'est du filon. Il y a le premier, il dit ouais, mais j'en avais une grosse comme ça, c'était à l'époque, maintenant il n'y en a plus. C'est la même logique, ils vivent c'est leur ruée vers l'or à eux. C'était leur possibilité en effet de mettre le pied à l'échelon social, c'était de sortir d'un truc et le costume, le rôle du costume là-dedans au départ était dingue. De s'habiller, d'avoir ce truc de la belle voiture et le costume, c'était fou. Et cette rencontre, je pense que ça a déjà eu lieu, hein, rien n'est nouveau, mais elle est absolument remarquable en termes
un donneur d'ordre et des données d'ordre, des ordres donnés, quoi. Ça a bien marché, quoi. Ça a vraiment fait florès. L'individualisme total, tel que tout ce système de plateforme, partout, hein, vous allez Deliveroo, enfin tout ce système-là fonctionne sur ce mode-là, ce mode individualiste extrême. Et la difficulté de passer au collectif avec la création d'une société coopérative, visiblement, ça marche moyennement, quoi. C'est un constat qu'on peut faire. Ouais, c'est que... Après, moi, je filme la proposition d'un contre-modèle, mais c'est une des solutions, enfin, c'est une des choses qu'on peut faire face à ces mastodontes-là. Il y en a d'autres, sauf que c'est la seule, enfin, je crois, hein, à part le sabotage, l'action directe, enfin, je veux dire, c'est la seule que peuvent faire des chauffeurs, c'est-à-dire essayer de s'en sortir par leurs propres moyens. Mais néanmoins, ça dit aussi, c'est ça qui donne le côté David contre Goliath, ça donne quoi on en est là en fait, on est à faire reposer les garde-fous qui empêcheraient de détricoter brique à brique un droit du travail qui s'est construit brique à brique, c'est aux chauffeurs en fait, c'est eux qui doivent le faire. C'est pas la justice qui est en retard, c'est pas, je sais pas, on n'interdit pas, presque ce serait, je sais pas si ce serait nationalisé presque récupérer tout ça, mais je trouve qu'on a été très lâche, et peut-être parce que c'était cette sociologie de chauffeur et qu'on n'a pas voulu, je sais pas si c'était arrivé à d'autres typologies de personnes, est-ce qu'on aurait été plus offensé, on aurait trouvé ça plus insupportable, et en fait là, vu que c'était des gens à qui on disait finalement c'est mieux que rien, hein. Vous ferez chauffeur Uber, voilà, ça vous va bien, après tout, mais vous n'avez pas d'autre chose, voilà. Eux ils ont un peu cette impression là. Ils le disent pas exactement comme je le dis, je redeviens en colère, pardon. Mais ils le disent pas exactement comme ça, mais il y avait un peu de ça. Vous avez un rapport filmeur-filmé qui est très proche. Je pense que vous êtes une petite équipe, vous étiez 2 à tourner. Comment ça s'est passé en fait Ouais, on était tout le temps 2. Ouais. Et c'est la seule façon de faire ces films-là, parce c'est très peu pilotable, on ne sait pas combien de jours on va partir, etc. Et quant au rapport filmeur-filmé, moi, je ne suis pas le plus petit gabarit qui existe. J'ai une caméra qui est plutôt costaude et je me mets à peu près à cette distance-là et on m'oublie. Et en fait, je choisis presque ce que je peux. Je ne sais tourner que ça quand on m'oublie, et c'est pas parce que je me fais discret, c'est parce qu'il y a beaucoup plus important que moi au moment où je suis en train de filmer. Il y a de l'urgence, il y a de l'incertitude, il y a l'obligation d'être à l'heure, ça peut être que ça. Au bout d'un moment, en fait, si je vous filme pendant que vous êtes en train de manger et qu'il n'y a rien à faire, vous allez dire, mais en fait, laisse-moi tranquille. Si vous êtes en train d'organiser une réunion à la Commission européenne et que ça devient plus urgent, puis après, au bout de 4, 5, 6, 7 jours, en fait, il y a une proximité qui se crée, et de là, la caméra, elle a un peu oublié, quoi. Ouais. Et là, il y a des projets en cours pour la suite Oui, en fait, au mois de mai, on a produit un film qui s'appelle « Qui a tué l'industrie française ?», qui a été diffusé sur France 5, qui est un film sur pour essayer de contrer l'idée que la désindustrialisation serait un phénomène naturel, un peu comme une tornade ou je ne sais quel tremblement de terre. Et pour essayer de le traiter finalement un peu comme un Cluedo, avec une logique de on sait qu'il y a eu un crime, on essaie de savoir qui a fait quoi, à quel moment. C'est un peu comme l'Orient Express, en fait, il y a un peu tout le monde qui a tué, qui a tapé dessus. Et donc on a fait un film d'interview et d'archives. Et finalement, je pense qu'on a un moment où on ne sait plus trop ce qui nous est arrivé, on constate un peu les pots cassés. Et donc on voudrait essayer de faire ça et de le développer sur une logique un peu plus vaste, avec qui a tué l'hôpital, peut-être l'école, peut-être le droit international, des choses comme ça. Les services publics.
Voilà, c'est vrai que l'hôpital, en tant que presque objet matriciel des services publics, et à côté, on écrit un documentaire sur la contraception masculine et sur les commotions cérébrales au rugby. Et c'est un film de santé publique sur et presque un truc assez inévitable qui est que à l'époque, quand on jouait au rugby, il y avait les gros qui couraient pas et les petits qui couraient vite. Et souvent, les petits rentraient dans les petits, donc ils allaient vite, mais ils n'étaient pas gros, donc ça faisait mal, mais pas trop. Et il y avait les gros qui couraient pas vite, mais ils se rentraient dedans les uns dans les autres, donc c'était correct. Maintenant, ils sont tous gros, ils courent tous très vite. Et donc, je suis pas très bon en sciences, mais en général, il y a quand même une logique de poids plus vitesse plus puissance, et ça fait une force, et le cerveau humain n'est pas fait pour ça. Donc voilà, on en fait un film un peu de science et de santé publique et de rapport à une omerta terrible sur les joueurs de rugby. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous toutes et tous, et merci pour vos questions.